Pendant des générations, l'industrie familiale du poisson salé a été un pilier économique et culturel de Terre-Neuve et Labrador. Mais les choses ont commencé à changer dans les années 1940. La nouvelle industrie du poisson congelé, mieux structurée, gagnait du terrain. En une vingtaine d'années seulement, elle allait dépasser l'industrie traditionnelle du poisson salé. Ces changements profonds ont transformé l'industrie et le mode de vie des personnes qui travaillaient dans ce domaine. De plus en plus de pêcheurs délaissaient leurs goélettes, dories et barques pour travailler à bord de palangriers et de chalutiers appartenant à des entreprises. Ils avaient à leur disposition des engins de pêche extrêmement efficaces, pouvant soulever des quantités de poissons inégalées. Une fois débarqué sur le rivage, le poisson était transformé par des travailleurs d'usines de transformation appartenant à une entreprise, au lieu d'être traité par des familles sur leurs propres vignots. Un nouveau produit a fait son apparition à cette époque, les filets de morue surgelés. On les vendait principalement aux États-Unis, tandis que le poisson salé était exporté aux Antilles, en Amérique du Sud et dans le sud de l'Europe. Le mode de paiement a aussi changé, les salaires en espèces remplaçant rapidement le crédit accordé par les marchands. Au début du 20e siècle, des entreprises marchandes de Terre-Neuve et Labrador ont fait des expérimentations en congelant le poisson au lieu de le saler. Un des premiers exportateurs locaux était la Reed Newfoundland Company, la même compagnie qui était propriétaire de chemins de fer et du service de bateaux à vapeur côtier pour l'ensemble du Dominion. La Première Guerre mondiale ayant perturbé l'industrie de la pêche européenne, la Reed Company a commencé à vendre du poisson congelé à la Grande-Bretagne. Elle a construit des entrepôts frigorifiques sur la côte, utilisant les bateaux à vapeur côtier pour aller chercher le poisson transformé et le transporter jusqu'à St. John's, d'où on l'expédiait de l'autre côté de l'Atlantique. Mais cette façon de faire a été de courte durée. Après la restauration de la paix en 1918, les flottilles de pêche britanniques sont retournées sur la mer du Nord et la famille Reed s'est retirée de l'industrie florissante du poisson congelé. Un petit nombre d'entreprises marchandes ont toutefois poursuivi leurs expérimentations avec la nouvelle technologie. L'une d'elles était la Job Brothers. À la fin des années 1920, elle expédiait du saumon et des bleuets congelés en Grande-Bretagne et aux États-Unis. L'industrie se développait, mais lentement. Il a fallu attendre les années 1940 pour qu'elle connaisse un véritable essor à Terre-Neuve et Labrador. Au cours de cette décennie, une conjoncture favorable lui a permis de connaître la poussée dont elle avait besoin. La technologie de congélation a beaucoup progressé. Les États-Unis sont devenus un marché lucratif et le gouvernement a décidé d'accorder son soutien à cette industrie florissante. Les premières méthodes de congélation du poisson n'étaient pas idéales. Une fois décongelé, le produit ressemblait à une bouillie exécrable. Mais dans les années 1930, l'inventeur américain Clarence Birdseye a créé une méthode de surgélation qui a permis d'améliorer la qualité du produit. Une fois décongelé, le poisson surgelé conservait sa forme et sa texture originale. Son goût était semblable à celui du poisson frais et sa durée de conservation était beaucoup plus longue. D'autres progrès technologiques ont eu lieu. Le développement des réseaux routiers et l'augmentation du nombre de camions et de wagons frigorifiques permettaient désormais de transporter les aliments congelés plus facilement. Les épiceries et les familles commençaient elles aussi à se doter de congélateurs et de réfrigérateurs. Toutes ces innovations rendaient le poisson congelé très attrayant pour les consommateurs. La Seconde Guerre mondiale a éclaté en 1939. Une fois de plus, la demande d'aliments importés en ces temps de guerre a ouvert soudainement un marché pour le poisson congelé de Terre-Neuve et Labrador. Entre 1939 et 1945, le Dominion a exporté 10 millions de livres de poissons congelés vers les pays d'outre-mer. Après la guerre,
Les États-Unis sont devenus un marché important et stable pour le poisson congelé de Terre-Neuve et Labrador. Ce pays, avec son énorme bassin de consommateurs et la force de son dollar, était un marché extrêmement attrayant pour l'industrie locale et les administrateurs gouvernementaux. À terme, il allait remplacer l'Europe, l'Amérique du Sud et les Antilles à titre de principal importateur des produits de la mer de Terre-Neuve et Labrador. Le gouvernement de Terre-Neuve et Labrador misait beaucoup sur l'industrie du poisson congelé. La commission de gouvernement espérait que cette nouvelle industrie puisse aider à résoudre plusieurs problèmes endémiques fragilisant l'industrie du poisson salé. Le principal problème était le système de crédit. Au printemps, les marchands fournissaient aux pêcheurs du matériel, des aliments et d'autres biens à crédit. À l'automne, ils recevaient des cargaisons de morue en guise de remboursement. Dans le meilleur des cas, les familles de pêcheurs faisaient suffisamment de récoltes pour rembourser leurs dettes et avoir assez de réserves pour l'hiver. Le système de crédit était toutefois loin d'être idéal, et beaucoup de familles des petits villages éloignés se sont endettées pour toutes sortes de raisons. Les pêcheurs n'arrivaient pas toujours à pêcher assez de morue, et certains d'entre eux produisaient du poisson salé de mauvaise qualité qui ne valait pas grand-chose. En revanche, l'industrie du poisson congelé payait les travailleurs en argent comptant plutôt qu'en crédit. Les administrateurs gouvernementaux espéraient que cela puisse mettre fin au cycle de la pauvreté associé au système de crédit et augmenter le niveau de vie des familles. La commission de gouvernement a aussi soutenu cette industrie parce qu'elle était réglementée plus sévèrement que celle de l'industrie du poisson salé. Le poisson salé était transformé par des entreprises familiales sur des vignots disséminés le long de la côte. L'étape finale du salage variait considérablement d'une famille à l'autre. Le volume de la production était très variable lui aussi. Dans l'industrie du poisson congelé, les transformateurs travaillaient dans une poignée de grandes usines appartenant à des entreprises, ce qui permettait de gérer plus facilement la qualité et le volume de la production. Le gouvernement a encouragé les entreprises à se rallier à cette nouvelle industrie et, de 1943 à 1949, il a prêté plus de 800 000 $ à celles qui étaient impliquées dans la production de poissons congelés. Après la Confédération, le gouvernement canadien a pris en charge la juridiction du secteur de la récolte des pêches, tandis que le gouvernement provincial a conservé le contrôle du secteur de la transformation pour la pêche côtière. Les deux paliers de gouvernement ont continué à soutenir l'industrie florissante du poisson congelé en créant des programmes d'éducation pour les pêcheurs, en accordant des prêts aux entreprises de pêche et en contribuant à la construction de navires et d'engins de pêche de meilleure qualité. L'industrie du poisson salé était à la fois familiale et saisonnière. Traditionnellement, les hommes pêchaient dans de petites embarcations non pontées, tandis que les femmes, les enfants et les hommes plus âgés de la famille procédaient au découpage, au salage et au séchage du poisson sur la terre ferme. La transition vers l'industrie du poisson congelé a transformé radicalement leur mode de vie. Au lieu de faire le commerce du poisson traité avec les marchands locaux, les pêcheurs côtiers vendaient désormais leurs poissons frais à des compagnies propriétaires d'usines en échange d'argent comptant. L'amélioration des techniques de récolte a aussi entraîné d'autres changements. À la fin des années 1960, de nombreux pêcheurs côtiers avaient remplacé leurs petites embarcations par des bateaux pontés plus grands appelés palangriers. Ces navires de pêche pouvaient se rendre beaucoup plus loin que les bateaux traditionnels utilisés pour la pêche côtière. Ils leur permettaient notamment d'utiliser une plus grande variété d'engins de pêche, dont des filets maillants, des palangres et des trappes à morue. Le secteur de la transformation a lui aussi été bouleversé par des changements. Au lieu de faire sécher le poisson salé sur des vignots appartenant à des familles, les transformateurs travaillaient sur des chaînes de montage dans des usines appartenant à des entreprises. Contrairement
au travail effectué sur des vignots souvent installés près des maisons, ce qui permettait aux travailleurs de prendre soin de leurs enfants et de vaquer à d'autres tâches domestiques, le travail dans les usines de transformation était étroitement supervisé et exigeait de travailler fréquemment par équipe. Mais le salaire était payé comptant. Cette nouvelle organisation du travail permettait aux employés, dont plusieurs étaient des femmes, de profiter d'une nouvelle autonomie financière. La pêche hauturière a aussi connu des transformations. Dans l'industrie du poisson salé, les équipages naviguaient traditionnellement vers les grands bancs à bord de goélettes en bois. Une fois sur place, les pêcheurs se rendaient dans les zones de pêche à bord de petites embarcations non pontées. Ils pêchaient à la ligne à main et retournaient à leur goélette plusieurs fois par jour pour décharger leur récolte. Le poisson était éviscéré, découpé et salé en mer. Avec l'essor de l'industrie du poisson congelé, de plus en plus de chalutiers appartenant à des entreprises ont commencé à faire leur apparition sur les grands bancs. Ils étaient plus grands, plus solides et plus efficaces que les goélettes. Dans les années 1950, l'arrivée des chalutiers usines frigorifiques a vraiment révolutionné la pêche en haute mer. Dotés d'équipements de surgélation, d'entrepôts frigorifiques, de congélateurs industriels et de machines à fileter automatisées, les chalutiers usines frigorifiques pouvaient récolter plus de poissons que jamais et le transformer en mer. Le premier de ces chalutiers usines est arrivé sur les grands bancs en 1954. Il s'agissait du Fairtry, un bateau de pêche britannique. Bientôt, des centaines de chalutiers usines frigorifiques du monde entier sont arrivés sur les grands bancs. La pêche à la morue du Nord a augmenté de façon spectaculaire pour atteindre un sommet inégalé de 810 000 tonnes en 1968. Les stocks de morue ne pouvaient résister à une pêche aussi intense et les taux de capture ont diminué tout au long des années 1970. Entre-temps, l'industrie du poisson salé avait pratiquement disparu. Au milieu des années 1960, la province a commencé à produire davantage de poissons congelés que de poissons salés, et en 1972, seulement 8% des prises de poissons de fond étaient réservées à l'industrie du poisson salé.